Il y a 2 ans, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, l'Université de la ville marquait une première mondiale en se dotant d'une école de droit. Il devenait alors en effet possible d'offrir un programme de formation de common law en langue française. Et l'arrivée des premiers diplômés sur le marché du travail l'an prochain bouleversera la pratique de toute la profession juridique en Acadie et dans les provinces maritimes dites bilingues. C'est donc la veille d'une ère nouvelle, des avocats pratiquant en français dans un système propre à la culture anglo-saxonne. N'eût été des lois sur les langues officielles, la chose n'aurait probablement jamais été imaginée. Cela explique le rôle particulier que s'est donné l'école de droit de l'Université de Moncton. Le rôle de la faculté de droit, c'est de remonter, premièrement, l'économie de l'Acadie, c'est-à-dire que nos finissants, connaissant le droit des compagnies, puis le droit des coopératives, puis tout ça, formeront des compagnies, puis essaieront de remonter l'économie de la région acadienne du Nouveau-Brunswick et du Nouveau-Brunswick aussi, partout. Deuxièmement, donner des services juridiques à la population acadienne, de façon à ce que les Acadiens, quand ils se lancent en affaires, tout ça, aient un conseiller juridique qui va leur dire où aller chercher des octrois, où aller chercher de l'argent, comment interpréter la loi, comment former leur compagnie. On a un rôle social très important. Moi, je calcule que c'est probablement un des actifs les plus importants là, dans les dernières années que l'Acadie s'est donné. Dans le contexte d'une première mondiale de cette nature, on peut comprendre que la venue d'une école française de la common law pouvait créer des inquiétudes. La technique du droit coutumier étant jusque-là la propriété presque exclusive de la majorité culturelle et ethnique. Et même des avocats francophones se posaient des questions. Après 2 ans d'existence, la nouvelle faculté n'aura probablement pas réussi à décrocher toutes les sympathies, mais il semble que les sceptiques sont de plus en plus rares. Le problème le plus grand que moi j'ai eu, en tout cas, c'est qu'en arrivant ici, il fallait que je convainque les gens que c'était possible de faire une faculté de droit où on pouvait enseigner en français. Il y avait non seulement plusieurs anglophones qui pensaient que c'était impossible, mais vous vous souviendrez à l'époque qu'il y avait plusieurs francophones acadiens qui avaient dit, des juristes qui avaient dit « Ah non, ça réussira jamais, puis ça ne marchera pas ». Alors ça a été au départ, là, l'important. Il fallait convaincre les gens que c'était possible et qu'on réussirait. Et je pense qu'on a prouvé qu'on était capable de réussir aussi bien que n'importe qui. Le rapport Soberman, préparé pour la Commission de l'enseignement supérieur et universitaire des provinces maritimes, disait qu'il n'y avait pas de place pour une nouvelle école de droit aux maritimes, et surtout pas pour une école française. Raison, manque d'effectifs, autant, précisait Soberman, du côté étudiant que du côté professoral. Le droit coutumier ne possédant pratiquement pas de juristes formés en français. Fondées ou pas, les inquiétudes existaient et le défi était de taille. Parmi les inquiétudes qu'on avait soulevées à la création de cette fac de droit, c'était l'enseignement de la common law en français. Comme professeur, est-ce que votre expérience démontre que c'était facile, l'enseignement de la common law en français? Disons que le degré de difficulté était variable selon les domaines d'enseignement. Moi, j'ai entrepris d'enseigner le droit des biens en français et je crois que c'est là qu'on a rencontré le plus grand nombre de difficultés parce que c'est un droit qui est issu du système féodal et qui est attaché à un langage qui n'existe plus dans la langue courante, ni en anglais, ni en français. Alors, je me suis frappé dès le début à des difficultés terminologiques très importantes. Donc, j'ai été obligé de mettre l'accent sur la préparation d'un vocabulaire du droit des biens et donc de faire un travail de recherche terminologique assez important. Donc, la difficulté, c'était surtout au niveau du langage lorsqu'il était technique. Donc, dans les domaines du droit qui sont moins techniques, l'enseignement en français n'a pas posé de problème majeur. Maintenant, je dois dire qu'on a aussi eu certaines difficultés du fait que la capacité linguistique des étudiants, aussi bien en anglais qu'en français, est généralement insuffisante. Donc, ça ralentit un peu le processus d'enseignement qu'on prévoyait suivre. Et pour le professeur, ça demande davantage au niveau des explications et au niveau aussi de la préparation de matériel en français.
Premièrement, il y a peu de bons juristes qui sont détenteurs d'un diplôme de maîtrise ou de doctorat, qui sont de common law et qui parlent français. Heureusement, le groupe que nous avons trouvé est excellent. Mais il a fallu faire beaucoup de démarches pour aller chercher des collègues ici, mais aussi des collègues d'autres provinces qui sont de formation de common law et qui connaissent très bien le français. C'est un problème. D'ailleurs, ce rapport nous avait mentionné que ça serait la plus grosse difficulté, avec raison. Ça va être beaucoup plus facile quand nos premiers finissants sortiront et qu'il y en a qui iront faire des maîtrises, peut-être, je ne sais pas, moi, aux États-Unis, à Harvard, Columbia, ou à Osgood, ou à des endroits comme ça, ou encore à l'Université de Montréal, et qui, après ça, reviendront avec des diplômes de maîtrise, d'une formation de common law, qui pourront enseigner, puis qui parleront couramment le français, qui connaîtront les termes en français. Au défi des universitaires s'ajoutent les préoccupations du barreau. Que feront les avocats unilingues anglophones devant la montée de collègues capables de défendre des causes dans les deux langues? C'est, pour le barreau, une question légitime, puisque c'est à lui que revient la sécurité professionnelle de ses membres. Il a donc formé un comité spécial pour étudier ces problèmes que l'utilisation du français pose à la pratique du droit dans la province. L'introduction du français au système judiciaire du Nouveau-Brunswick crée certains problèmes. Il faut trouver une façon de s'adapter à tout ça, d'intégrer le français à cette pratique qui essentiellement est anglaise. L'arrivée des gradués de la faculté de droit va accélérer le processus de l'introduction du français au système judiciaire. Alors, le comité du barreau a été créé pour essayer de prévoir et de solutionner en anticipation les problèmes qui vont se poser. Des problèmes pratiques, par exemple, lorsque il y a une procédure et qu'un avocat d'un côté est anglophone et de l'autre côté francophone, dans quelle langue ça va se faire, de quelle façon on va faire les documents, tous les documents de transfert, par exemple, transfert de titre, un bail, et ainsi de suite. Alors, il y a des mesures à prendre et puis le barreau a cru bon d'anticiper tout de suite ces mesures-là pour planifier afin de faciliter cette intégration. On parle de certaines inquiétudes au sein du barreau, au sein même des francophones, des avocats francophones qui pratiquent déjà. Est-ce que c'est un problème qui est juste ou que c'est un problème qu'on imagine seulement? Il y a une certaine inquiétude qui est tout à fait normale parce qu'on va s'attendre à ce que l'avocat francophone puisse fonctionner en français. Or, ça sera possible pour ceux qui ont fait leurs études en français, comme les gradués de l'École de droit de l'Université de Moncton. Mais pour les avocats francophones qui ont eu leur formation en anglais, qui ont pratiqué pendant 5, 10, 15, 20 ans en anglais, on va s'attendre d'eux que tout d'un coup, ils puissent le faire en français, et puis ça va être très difficile pour eux de le faire au tout début. Et ça crée une certaine inquiétude. Mais il y a aussi une autre inquiétude qui était l'inquiétude principale de tout le barreau lorsqu'on a parlé de créer la faculté de droit, c'est que la plupart des avocats au Nouveau-Brunswick considèrent qu'il y a déjà assez d'avocats au Nouveau-Brunswick. Alors, c'était strictement une inquiétude de surpeupler le marché, de saturer le marché. Est-ce que vous voyez une intégration sans problème? Non, mais je crois que maintenant, il faut réaliser que la profession de droit, c'est comme beaucoup d'autres professions, le marché est assez saturé. Alors, si tous les avocats qui graduent d'ici veulent faire de la pratique du droit privé, alors ça va être aussi difficile que si on avait gradué ailleurs. Peut-être qu'il va y avoir un certain marché pour des avocats de langue française, mais je crois qu'aussi il faut réaliser que certains étudiants qui vont graduer de la faculté de droit ou de l'école de droit, il faut de plus en plus penser à aller sur des marchés qui ne sont pas nécessairement la pratique du droit privé comme on l'entend traditionnellement ici au Nouveau-Brunswick. Est-ce que vous voyez, par exemple, plus de chances dans une région plutôt que dans un autre dans la province? Bien, je crois que ça serait plus facile de pratiquer le droit en français dans le nord-est ou dans le nord-ouest, dans la région du Madawaska, que ça va l'être dans la région de Saint-Jean. Il y a sûrement plus de demandes, ou du moins, si les demandes ne sont pas là, je crois qu'en graduant des étudiants francophones, on va pouvoir créer cette demande-là. Ce sera beaucoup plus facile pour des clients d'avoir, par exemple, un testament rédigé en français
qu'en anglais, des clients acadiens. Mais jusqu'à maintenant, très peu de ça ont été offerts par les avocats. C'est parce qu'ils n'avaient aucune formation en langue française de la common law, donc c'était un peu difficile. On ne connaissait pas la terminologie, on ne connaissait... Alors, c'était beaucoup plus difficile de rédiger des documents en français, mais très souvent, l'Acadien je ne sais pas, de Chipagon ou de Caraquet, qui se faisait faire un testament ou un contrat ne comprenait pas la moitié de ce qui existait là. Il devait se fier sur son avocat pour lui interpréter ce qui était le contenu de son testament. Alors, peut-être maintenant, ça sera beaucoup plus facile pour ces gens-là, ça sera beaucoup plus disponible pour eux autres. Alors, je crois que c'est à nous à créer ces besoins-là, finalement. Lequel des deux groupes peut se sentir le plus menacé par l'arrivée de ces francophones formés dans le common law? Je crois que ce sont les avocats anglophones qui ont peur d'être mis dans une situation où on va limiter leurs pratiques. Par exemple, l'avocat de Saint-Jean qui tout d'un coup ne pourra plus aller pratiquer dans le nord de Nouveau-Brunswick comme qu'il le faisait traditionnellement parce que ça va se faire en français et puis lui ne peut pas fonctionner en français. Alors ce sont ces avocats-là qui sentent qu'à un moment donné, on va limiter leur sphère d'activité possible et qui, par conséquent, seraient un petit peu défavorisés sur le plan pratique. Dans ce contexte-là, est-ce qu'il n'y a pas un danger que les étudiants actuels, les premiers diplômés, servent de cobayes avant toute chose? Je ne pense pas, parce que par le temps que les étudiants de l'Université de Moncton vont être admis au barreau, à ce moment-là, déjà, presque tout aura été fait dans le sens de pratiquer en français. Déjà, beaucoup parmi nous pratiquons en français régulièrement devant tous les tribunaux de la province. Moi-même, j'ai fait à peu près toutes les procédures possibles en français. Alors, ce que ces étudiants-là auront à faire, ça a déjà été fait par d'autres. Et lorsqu'ils arriveront sur le marché du travail dans quelques années, déjà, le travail de préparation aura été fait. Une soixantaine d'étudiants des 7 provinces canadiennes, comptant une minorité francophone importante, constituent le personnel étudiant des 2 premières années. Le Nouveau-Brunswick étant la seule province officiellement bilingue, nous avons rencontré le président élu des étudiants, qui est en l'occurrence du Manitoba, pour lui demander ce que les étudiants de l'extérieur viennent chercher à Moncton. Bien, je pense qu'on vient chercher une chose surtout, c'est l'enseignement du droit en français, la common law, puisqu'elle est enseignée au Manitoba uniquement en anglais. Au point de vue du barreau, les exigences sont plus ou moins les mêmes parce qu'il reste à savoir que les barreaux canadiens ont plus ou moins les mêmes exigences. Donc, c'est surtout le fait qu'on enseigne en français et puis qu'on dispense une éducation, justement, complètement en français. Quand vous sortirez d'ici, vous serez sûrement un des rares, sinon le seul Manitobain à avoir eu cette formation en français du common law. Comment pensez-vous être reçu par le barreau? Bien, si on regarde avant décembre 79, ça aurait été un accueil peut-être un peu moins chaleureux, mais depuis le jugement Forêt de la Cour suprême, qui déclare le français et l'anglais langue officielle du Manitoba, au point de vue du palais législatif, au point de vue des tribunaux, il va sûrement falloir que le barreau prévoit des facilités pour permettre à des avocats qui étudient le common law en français d'exercer sur un pied égal à des avocats anglophones. Est-ce que vous avez déjà approché les milieux du barreau pour voir de la façon avec laquelle vous serez accepté quand vous retournerez là? Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer à 4 ou 5 reprises le secrétaire général du barreau manitobain. Puis il semble très sympathique à l'idée que l'on enseigne le common law en français. C'est tout à fait nouveau. Et puis il est un peu surpris, un peu, disons, sceptique d'une façon. Mais quand même, il attend de voir les résultats, ce que ça va donner. Mais en principe, ils sont d'accord avec l'idée parce que c'est le même curriculum que la faculté de droit du Manitoba. Alors, sur ce point-là, ils ne peuvent pas reprocher la faculté de Moncton. Mais est-ce qu'ils vous permettront de passer vos examens du barreau en français? Bien là, c'est sûrement une très bonne question parce que la loi manitobaine qui prévoit l'anglais et le français ne spécifie pas complètement dans quel domaine l'on doit prévoir le bilinguisme. Jusqu'à dernière nouvelle, j'imaginerais qu'il faudrait qu'on fasse ces examens-là en anglais. Mais ce qu'il va falloir, c'est qu'à mesure
que plusieurs Franco-Manitobains obtiennent leur diplôme en droit français ici, qu'on exige, comme au Nouveau-Brunswick, des examens et des tests en français. La francisation de la Common Law pose des problèmes qui font de cette école de droit de l'Université de Moncton une institution à caractère politico-social exceptionnel. Ce n'est pas tout de mettre sur pied une institution comme celle-là. Son avenir n'est pas garanti parce que des étudiants y ont déjà complété la 2e année dans un programme de 3 ans. Le nouveau doyen, les étudiants, tout comme le barreau d'ailleurs, le reconnaissent. La pratique de la profession juridique ne sera plus la même au Nouveau-Brunswick et en dehors du Québec lorsque les gradués d'ici seront sur le marché du travail. Et l'avenir même de cette école dépend de cette nouvelle conception de la pratique du droit. Actuellement, nous avons mis en œuvre un processus d'évaluation. Et nous sommes en train de fixer des priorités qui vont nous amener à faire des choix académiques, donc quant au programme, quant aussi à l'orientation qu'on veut donner à l'intérieur de l'enseignement dans les différents cours, et aussi des choix très importants quant aux moyens à mettre en œuvre pour favoriser l'implication sociale de l'école de droit. Je peux dire qu'ici, à l'école de droit, l'ensemble de l'Assemblée des professeurs n'est pas satisfait généralement de l'implication sociale de l'université comme telle dans le milieu et qu'ils aspirent à ce que l'école de droit ait une implication beaucoup plus grande. Alors ça veut dire la vulgarisation du droit, la publication, la participation aux activités des organismes professionnels, mais ça veut aussi dire pour les professeurs de s'engager personnellement dans des mouvements sociaux, comme commentateurs, et ainsi de suite. Nous ne voulons pas former des gens exclusivement pour la pratique privée et nous ne voulons pas faire un enseignement du droit qui est trop restreint sur le plan technique. Alors nous voulons ouvrir un peu les horizons et former des juristes au sens large. Les uns iront dans la fonction publique et les autres dans la recherche ou dans l'enseignement, ou iront dans l'industrie privée au niveau de la direction d'entreprises commerciales et autres. Je crois que avec les nombres d'avocats maintenant qui sont dans la pratique privée, il faut envisager d'élargir les horizons et de permettre aux gens qui sont formés en droit d'aspirer à différentes professions et à différentes possibilités de travail. Étant donné le rôle politique un peu plus qu'ailleurs de cette école de droit, là, comme président des étudiants, est-ce que vous voyez ces étudiants considérés d'une façon particulière, pour ne pas dire comme cobayes? Bien, cette idée de cobaye a peut-être déjà été soulevée par d'autres personnes. C'est sûr que tous les groupements minoritaires francophones au Canada attendent pour voir les résultats de notre école, ce que ça va produire comme effet pratique dans la société, si on va vraiment pouvoir faire dérouler des procès en français et pratiquer le droit en français. C'est un peu genre cobaye, c'est sûr, mais il faudra que l'école, justement à cause de son statut spécial, et que ses gradués s'appliquent à appliquer justement ce qu'ils ont appris et d'appliquer la common law français partout où ils seront au Canada pour faire valoir l'école et que la pratique du common law français devienne non seulement un rêve, mais une réalité.